Bienvenue à l'atelier numéro 1, efficacité énergétique des systèmes hydrauliques. Avant de rentrer dans le détail technique qui sera assuré par Arnaud, Alain, l'hydraulique a un avenir? Oui, on en parle. Hein. Est-ce que l'hydraulique a un avenir? Ben oui, l'hydraulique a un avenir. L'hydraulique est une technologie, certes, qui peut être remplaçable par l'avènement de nouveaux systèmes, notamment la partie électrique, on en parle, qui supplante l'hydraulique sur certaines machines. Mais l'hydraulique aura encore ses avantages. Arnaud va nous en parler tout à l'heure, et elle sera utilisée dans toutes les industries. Donc ce n'est pas une technologie qu'il faut négliger. Il faut même, en l'hybridant, et je serai Arnaud en parler un peu plus complètement, techniquement, ce côté-là, on arrive à avoir des performances assez extraordinaires, et surtout un niveau de fiabilité qu'on ne va pas trouver, on le sait, dans les systèmes d'automatisme. Voilà, on a des machines... des machines qui ont 40 ans. Oui, tout à fait. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu rencontrer un technico-commercial qui m'a dit « Oh, j'ai trouvé une vieille machine, un vieil hydraulique, c'était toi qui l'avais faite. » Bon, je dis merci beaucoup. Mais ça veut dire quand même que la machine n'avait pas été touchée. On avait même oublié pratiquement que c'était de l'hydraulique. C'est un des problèmes que l'on a dans cette techno, c'est que on a besoin de trouver des compétences parce que il y a peu de maintenance, donc c'est des coûts d'exploitation qui sont moindres, mais il reste encore un avenir. Et aujourd'hui, si on a peur de la maintenabilité des compétences, il faut savoir que ce que vous avez pu voir dans la remontée de données, si on va chercher, mesurer exactement ce qui se passe sur un système hydraulique, je dirais que ça va être comme une voiture. Hein. Aujourd'hui, c'est la voiture qui nous parle, on ne travaille plus en écoutant. Donc l'hydraulique, oui, il faut savoir la faire évoluer. Il faut arrêter de penser que l'hydraulique, c'est quelque chose de sale et qui fuit. La personne en question me disait justement, Luc, que c'était nickel. Quand tout est bien mis en œuvre, c'est nickel. Ça reste une techno qui est très, très intéressante et avec des capacités aussi de garder de l'énergie, de stocker de l'énergie. Je pense qu'Arnaud en parlera, qui sont phénoménales. Donc, non, dire je vais faire une économie en disant j'ai une machine qu'en hydraulique, je vais passer en électrique, pour moi, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas le sens de l'histoire. On peut hybrider nos solutions, hein, et puis avoir quelque chose qui reste fiable, exploitable, et dont on n'entend pas parler. Et il n'y a rien de tel que quand on fait une affaire, on n'en entend plus parler. Hein. Tu sais très bien la question phare que nous posent nos clients, mais vous n'avez pas de service SAV depuis 50 ans que vous existez? Ben non. Ben non. Parce que la techno, elle reste une techno très très fiable. Très très fiable. Donc, ne la boudons pas, regardons-la, excusez-moi, avec tous ses avantages, et il ne faut pas la bannir en disant c'est sale, on n'y comprend rien. Non. Je mets au défi toute personne de prendre un variateur et sans se pencher dessus, de me expliquer comment il fonctionne, comment on le paramètre, sans penser que ça va durer 20 ans ou 30 ans. Non, ben non, il y a un moment donné, ça ne se fait plus, j'ai plus les consoles, je ne peux plus y aller, il faut vous changer, il faut rétrofiter. Donc l'hydraulique a du sens encore dans cette stabilité. Ça reste vraiment une technologie qui va amener de la compétence auprès des machines industrielles. Donc, nous, on ne l'évacue pas. Ça ne nous gêne pas de faire des systèmes tout électriques. On le fait. Mais il ne faut surtout pas évacuer cette techno. C'est une erreur fondamentale. Enfin bon, Arnaud nous expliquera tout ce que l'on peut faire un peu plus détaillé que mon discours de politique générale. Si on peut l'appeler ça comme ça. Il n'y a pas que dans la sidérurgie qu'on va retrouver de l'hydraulique, on va en retrouver un petit peu partout. On en trouve dans toutes les industries plus ou moins lourdes, on va dire. On serait très surpris. On serait très surpris d'en faire la liste. Très bien. Eh bien, merci Alain. Nous allons laisser Arnaud développer nos solutions d'efficacité énergétique. Très bien. On compte sur vous pour ne pas rejeter cette techno. Allez, bon courage. Merci. Bonjour, je suis Arnaud Nicolas. Bienvenue dans l'atelier numéro 1 pour une plus grande efficacité énergétique des systèmes électro-hydrauliques.
Dans cet atelier, nous allons voir comment atteindre une efficacité optimale sur une installation neuve ou un rétrofit. La technologie hydraulique est essentielle dans de nombreux domaines stratégiques. Les raisons qui justifient le recours à l'hydraulique dans ces différents domaines sont une très haute densité de puissance, avec la capacité de transmettre des forces et des couples élevés, la gestion précise de forces importantes, un stockage facile de l'énergie. Avec des accumulateurs, il est possible de récupérer l'énergie cinétique de manière efficace, et une très grande fiabilité. En effet, les composants hydrauliques sont conçus pour résister à des températures élevées, aux chocs et aux vibrations. Il est fréquent de rencontrer des installations hydrauliques de 20, 30, voire 40 ans encore en service, avec des composants d'origine. Un système électro-hydraulique est constitué de différents composants. Le rendement de chacun des composants évolue tout au long du cycle machine, en fonction de différents paramètres, entre autres pression, débit, température, taux de charge, vitesse. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement global dépend du rendement de chacun des composants. Le rendement de chacun des composants évolue tout au long du cycle machine. Dans cet exemple, nous pouvons observer l'évolution du rendement d'un moteur hydraulique, en fonction de la vitesse de rotation et du couple. L'analyse du comportement de chacun des composants est une étape indispensable pour agir efficacement sur le rendement global de l'installation. Concrètement, dans le cadre d'un rétrofit pour un fabricant de produits manufacturés en béton. Initialement, la demande du client était de remplacer les pompes d'origine qui étaient obsolètes et dans un état de dégradation avancé. Nous aurions pu nous contenter de remplacer les pompes d'origine par des modèles équivalents, mais notre approche est différente. Nous avons proposé à notre client de commencer par une expertise du système qui intègre l'analyse des séquençages, l'identification des besoins process en termes de pression, débit et puissance à transmettre, et la mesure de la consommation énergétique des groupes motopompes. Cette expertise nous a conduit à une modification des séquençages et systèmes de régulation pompe, ce qui a permis, je précise, sans dégrader les performances du process, d'améliorer le facteur de puissance en passant de 90 à 30 kW de puissance installée. Les avantages sont les suivants. Un abaissement de la puissance consommée de 59%, soit une économie de 139 840 kWh par année. Un retour sur investissement en 10 mois. Une simplification de l'installation et une diminution des sources de panne en ayant un seul groupe motopompe à la place de deux. La fiabilisation de l'installation avec du matériel standard est disponible sur le marché. Pour améliorer le rendement global, nous agissons sur 3 leviers. La rationalisation de la puissance installée, une meilleure gestion du fluide hydraulique et un suivi de la performance énergétique. Premier levier, dans le cadre de la rationalisation de la puissance installée. Généralement, les systèmes électro-hydrauliques ont des charges variables, caractérisées par de fortes amplitudes, des périodes à faible charge, et la plupart du temps, la puissance installée est définie de manière traditionnelle, en fonction de la puissance maximale à fournir. Notre démarche est différente. Nous déterminons la puissance installée en fonction de la puissance moyenne du cycle machine et des capacités de surcharge des moteurs électriques, ce qui permet d'améliorer significativement le facteur de puissance. Dans le cadre du second levier, pour une meilleure gestion du fluide hydraulique. Si nous devions faire une estimation des différentes pertes dans un système hydraulique classique, sans tenir compte du moteur électrique, sujet que nous avons abordé précédemment, nous pourrions évaluer à 35% l'énergie utile restituée au process. Tout le reste est consommé en perte. 15% pour les pompes, 10% pour les tuyauteries, 30% pour les valves, 10% pour la partie mécanique. Nous pouvons noter qu'il est possible de réaliser des gains importants sur la partie régulation perte-valve. Quand c'est possible, nous privilégions une régulation à partir de la pompe pour consommer le juste besoin. Première possibilité. Nous employons un groupe motopompe composé d'un moteur à vitesse constante, d'une pompe à cylindrée variable avec contrôle électronique. Cette pompe est dotée d'une technologie
que nous pouvons qualifier de vertueuse, elle a la capacité de réguler pression et débit. Deuxième possibilité, c'est un couple servomoteur-servovariateur avec pompe à cylindrée fixe. La particularité de cette configuration, c'est transmettre l'énergie à la demande. Fonctionnement start and stop. Troisième possibilité, c'est un ensemble moteur-variateur plus pompe à cylindrée variable avec contrôle électronique. Cette solution permet d'optimiser le rendement global de l'ensemble motopompe avec des pilotages adéquats sur la vitesse de rotation moteur et la cylindrée pompe, en fonction des différents points de fonctionnement. Ces solutions ont d'autres avantages. Elles permettent notamment une réduction temporaire du bruit et un abaissement de la puissance de refroidissement des installations. Par exemple, dans le cadre d'un rétrofit de presse pour l'industrie du bois, initialement, la demande du client était de résoudre des problèmes de précision et stabilité sur des organes de régulation proportionnelle de son installation. Après avoir réalisé une étude du système électro-hydraulique et des besoins du process, nous avons redéfini le système de régulation en remplaçant la pompe d'origine par une pompe intelligente. Cette solution comprend aussi un abaissement de la puissance installée, en passant de 45 à 22 kW. Les avantages de cette solution efficiente sont les suivants. Un abaissement de la puissance consommée de 28%, soit une économie de 57 000 kWh par année, avec un retour sur investissement inférieur à 3 années. Et la simplification de l'installation et diminution des sources de panne, car la pompe intelligente permet de supprimer les organes de régulation déportés. Enfin, le troisième levier, le suivi de la performance énergétique. L'objectif, c'est de remonter une information utile à la conduite des installations, en intégrant des indicateurs de performance énergétique. Par exemple, un indicateur énergie consommée en rapport à la pièce transformée ou au kilo matière transformée. Enfin, le dernier point, le retrofit machine. Toute cette démarche s'applique évidemment au système neuf, mais aussi, ce qui est particulièrement intéressant, dans le cadre des retrofit machines. L'intérêt, c'est de pouvoir mesurer au préalable, directement sur la machine, les besoins du process, ce qui permettra de déterminer les meilleures solutions et dimensionner au juste besoin les systèmes d'entraînement, la distribution, les systèmes de filtration et refroidissement, l'automatisme et systèmes de régulation associés, avec pour objectif l'optimisation du rendement global de l'installation. Je vous remercie pour votre attention. À présent, nous pouvons nous retrouver dans un temps d'échange pour vos questions. Nous avons des questions. Première question, comment faites-vous pour abaisser la puissance des moteurs électriques ? Alors, pour chaque application, nous devons analyser le cycle machine, calculer la puissance moyenne, définir le couple à chaque point de fonctionnement de la pompe. En somme, un dimensionnement précis du moteur électrique est fondamental, que ce soit pour des solutions à vitesse constante ou pour des solutions avec variation de vitesse. L'abaissement de la puissance installée permet aussi de diminuer le coût d'intégration, c'est-à-dire la taille des composants, des contacteurs, des portes fusibles, les sections de câbles, mais aussi la taille des coffrets électriques. Donc il y a un double intérêt. Non seulement ça permet de consommer moins d'énergie, mais en plus ça permet d'avoir un coût d'intégration plus faible. Alors, des autres questions. Quel est le rendement de vos centrales hydrauliques basse consommation ? Alors ça c'est une bonne question. En fait tout dépend de l'application et de la technologie employée. Par exemple les systèmes type servo, avec des temps de cycle très courts, qui nécessitent beaucoup de dynamique et de précision, ils seront en général beaucoup plus énergivores que les systèmes plus lents, plus progressifs. Ça dépendra aussi de l'environnement machine, et des possibilités de travailler en séquentiel ou en simultané. Alors une fois de plus, ce qu'il faut, c'est regarder l'ensemble des aspects lors du choix technologique. Alors les aspects, ça va être quoi ? Ça va être les performances à atteindre, donc les temps de cycle, précision, répétabilité. Ça sert à rien de proposer quelque chose d'ultra performant, d'ultra précis. Par exemple un système servo qui aura des précisions de l'ordre du pourcent, voire même inférieur au pourcent, alors que le besoin, s'il est de 3% ou 5%. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le rendement, bien sûr, le rendement global de l'installation, la consommation énergétique, mais aussi la facilité d'intégration dans l'environnement machine. Et oui, parce que par exemple, dans un environnement agressif, type métallurgique,
avec de la chaleur, des flammes, quelquefois de l'eau aussi pour les systèmes de refroidissement, des vibrations, des chocs. On ne pourra pas se permettre d'intégrer n'importe quelle technologie. Si vous prenez par exemple des cervins autonomes, des cerveaux vérins, avec toute l'intelligence embarquée, on ne pourra pas se permettre de les mettre dans n'importe quel environnement. Donc ça aussi, l'environnement, c'est très important. Et puis bien sûr, l'aspect fiabilité, maintenabilité. On va essayer de proposer des solutions qui sont en adéquation avec l'environnement du client, suivant les technologies déjà employées dans son environnement. Et puis bien sûr aussi, au final, ce qui englobe le tout, c'est le coût total de possession. C'est pas le tout de proposer quelque chose de séduisant sur le papier, mais qui n'est pas du tout, on va dire, rentable d'un point de vue retour sur investissement. Et puis en coût total de possession, sur toute la durée de vie de la machine. Donc c'est en comparant tous ces points, tous ces aspects, qu'on peut choisir la meilleure solution. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, quel est le coût d'un rétrofit comparé à une machine neuve? Ça, c'est une bonne question. Alors, chaque cas est particulier, une fois de plus. Alors, tout dépendra de l'application et du champ d'action du rétrofit. Par exemple, si le rétrofit en question doit intégrer la mécanique, la caractérisation machine, l'automatisme, la sécurisation, le remplacement des câbleries, c'est sûr que là, on aura un coût de rétrofit qui sera très élevé, qui va s'approcher du prix d'une machine neuve. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un rétrofit, nous avons l'occasion d'apporter une solution, on va dire, sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de l'utilisateur final, contrairement à une machine type catalogue. Donc en règle générale, ce qu'on fait, même systématiquement, c'est qu'on commence par faire une étude qui intègre un point zéro, où on mesure les performances du système existant. On va mesurer les vitesses, les efforts, la précision, la répétabilité, la consommation énergétique. Et cette première étude, elle va nous permettre de proposer donc une solution, on va dire 1 pour 1, c'est-à-dire fonction et performance identiques. Et avec cette première proposition, cette proposition de base, on va additionner des options qui vont permettre d'apporter des solutions pour améliorer les performances au process, plus de précision, un meilleur temps de cycle, mais aussi abaisser la consommation énergétique de l'installation. Et puis on va aussi regarder l'aspect fiabilité et maintenabilité. Alors on a une question sur un rétrofit d'un système ancien où l'on ne connaît pas les puissances consommées. Comment procédez-vous? Alors sur un système ancien, ce qu'on fait, c'est on mesure, tout simplement. On va faire pareil, une étude, ça démarre toujours par une étude. On va mesurer la consommation actuelle du système dans son environnement. On va faire une étude de la schématique, schématique hydraulique et électrique. On va déterminer un rendement global de l'installation par rapport à ses performances hydrauliques et électriques. On va faire une cartographie des rendements, si vous voulez. C'est un petit peu ce qu'il y avait eu en présentation des premiers slides. C'est-à-dire on va établir un rendement sur la structure, la schématique hydraulique, et puis à chaque point de fonctionnement, je le répète, et puis on fera la même chose sur la partie électrique, entraînement. Et à la fin, on aura un rendement global. Donc à partir de ça, on pourra voir ce qu'on peut améliorer aux différents points, et puis se projeter sur des gains potentiels. Voilà. Donc systématiquement, que ce soit sur une installation ancienne ou sur un projet de machine neuve, il y aura une étude. Et j'ai envie de vous dire, là où on a les meilleures performances, le meilleur rendu, c'est sur une machine ancienne. Parce qu'on pourra mesurer vraiment le cas réel, le cas concret, sans prendre, on va dire, de coefficient de sécurité. Donc là, on va pouvoir se mettre vraiment au point pour point, 1 pour 1, sur votre environnement machine par rapport à votre process. Alors, on a une autre question. Toutes ces solutions sont-elles éligibles au C2E? Alors, les C2E, c'est un levier. Quand ils sont disponibles, nous les sollicitons. Mais le choix d'une solution technique, elle ne doit pas être motivée exclusivement par des aides. Avant tout, la solution proposée, elle doit garantir les performances process tout en étant, on va dire, la plus efficiente possible. Ça, c'est la priorité. Et avec un retour sur investissement atteignable. C'est pas le tout toujours de proposer des solutions sur le papier qui sont séduisantes, mais si le retour sur investissement est inatteignable, on ne va pas vous le proposer. En fait, on ne fait pas d'opportunisme écologique. C'est ça qu'il faut retenir. Mais une grande partie des sujets liés à l'efficacité énergétique, effectivement, sont éligibles au C2E. On va commencer par une question qui avait été posée lors de l'atelier précédent. Ça peut toujours être intéressant pour
pour les autres personnes. Donc sur un rétrofit d'un système ancien où l'on ne connaît pas les puissances consommées, comment procédez-vous? Alors, sur un système ancien, en fait c'est simple, c'est même la situation la plus simple. Il suffit de mesurer, hein. C'est ce qu'on fait de toute façon dans tous les cas sur les rétrofits. On fait une première partie, c'est une étude. Une étude qui permettra donc de mesurer la consommation du système, ses conditions d'utilisation, ses performances, ses caractéristiques dans l'environnement machine de l'utilisateur final. Voilà. C'est l'avantage du rétrofit. Si on peut parler du rétrofit plus en détail, c'est un réel avantage parce que ça permet vraiment de répondre aux besoins on va dire, qui vous définissent. C'est pas comme une machine catalogue. On va s'adapter vraiment à l'utilisation du client par rapport à son process, à son environnement machine, afin de lui proposer des solutions sur mesure. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment faites-vous pour abaisser la puissance des moteurs électriques? Donc pour chaque application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le cycle machine, on va calculer la puissance moyenne, définir le couple à l'arbre moteur pour chaque point de fonctionnement de la pompe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dimensionnement moteur électrique, c'est fondamental, que ce soit pour une solution à vitesse constante ou pour une solution avec variation de vitesse. Il y a un double intérêt. C'est non seulement on consomme moins, mais en plus, quand on abaisse la puissance des moteurs électriques, ça permet aussi de diminuer le coût d'intégration. Je m'explique, si le moteur est plus petit, la taille des composants, elle sera plus petite aussi, c'est-à-dire les contacteurs, les portes fusibles, les thermiques, etc. La section des câbles aussi, et puis la taille des coffrets électriques. Donc voilà, on joue vraiment sur les deux tableaux. À la fois on consomme moins, mais en plus, c'est un coût d'intégration qui est moindre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une autre question. Quel est le rendement de vos centrales hydrauliques basse consommation? Alors ça, tout dépend de l'application et de la technologie employée. Par exemple, sur les systèmes type servo, avec des temps de cycle très courts, qui nécessitent beaucoup de dynamique, beaucoup de précision, en général, on sera plus énergivore que des systèmes plus lents, plus progressifs. Ça dépendra aussi de l'environnement machine, voilà, des possibilités de travailler en séquentiel ou en simultané. Donc une fois de plus, ce qu'il faut, c'est regarder l'ensemble des aspects lors du choix technologique. Je m'explique. Ce qu'on doit regarder, ça va être les performances à atteindre, temps de cycle, précision, répétabilité. Ça sert à rien de proposer quelque chose ultra performant, une régulation cerveau qui va avoir la capacité de réguler de l'ordre du pourcent, voire même quelquefois inférieur au pourcent, alors que le besoin n'est pas là. Le besoin est peut-être de 3, 4, 5%. Voilà. Donc il faut déjà bien définir les besoins du process. Bien sûr, regarder le rendement global qu'on cherche à atteindre, la consommation énergétique, et puis aussi la facilité d'intégration dans l'environnement machine. Par exemple, si on se projette sur une application dans la sidérurgie où il y a des flammes, de la chaleur, quelquefois de l'eau pour le système de refroidissement, des vibrations, des chocs, des atmosphères, on va dire, assez agressives, on ne pourra pas se permettre de mettre n'importe quelle technologie. Par exemple, des cerveaux-vérins avec toute une électronique embarquée, tout le système de régulation, avec la sensibilité que ça représente, ça ne sera peut-être pas les produits les plus adaptés pour cet environnement machine-là. Donc on va regarder aussi ça. On va regarder aussi la fiabilité, la maintenabilité du système qu'on va proposer. Il faut que ça soit en adéquation avec l'environnement, avec aussi l'habitude des équipes maintenance qui sont sur site. On ne va pas mettre des produits totalement exotiques, des technologies qui ne sont pas diffusées sur le site, si derrière les services techniques ne sont pas en capacité d'entretenir. En fait, c'est en comparant tous ces aspects qu'on peut choisir la meilleure solution. Une autre question. Alors, quel est le coût d'un rétrofit comparé à une machine neuve? Oui, bon, ça c'était un peu lié à la première. Chaque cas est particulier. Tout dépend de l'application et du champ d'action du rétrofit. Si celui-ci il intègre la mécanique, la caractérisation, l'automatisme, la sécurisation machine, le remplacement des câbleries, etc., c'est sûr qu'on va tendre vers le coût d'une machine neuve. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un rétrofit,
on a l'occasion d'apporter une solution sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de l'utilisateur final, contrairement à une machine catalogue. Donc on va commencer par faire une étude qui intègre un point zéro, donc on va mesurer les performances du système existant, les vitesses, les efforts, la précision, la répétabilité, la consommation. Et après on va faire une proposition, on va démarrer sur une solution 1 pour 1, fonction et performance identiques à la machine d'origine. Et par là-dessus, on va ajouter des options donc, qui permettront d'améliorer les performances du process, plus de précision, un meilleur temps de cycle, mais aussi d'abaisser la consommation énergétique. Et puis on aura un regard aussi sur la fiabilité et la maintenabilité du système. Ça, c'est vraiment des points qui sont essentiels lors d'un rétrofit. C'est l'occasion justement de traiter tous ces points-là. On n'est pas sur une machine catalogue, c'est l'occasion d'avoir quelque chose qui correspond à 100% à votre besoin. Et le rétrofit, ça va être ça. Ça va être du sur-mesure, ça va être du custom. Est-ce qu'on a une autre question? Alors, toutes ces solutions sont-elles éligibles au C2E? Alors les C2E, c'est un levier, effectivement. Quand ils sont disponibles, on les sollicite. Mais le choix d'une solution technique, il ne doit pas être motivé exclusivement par les aides. Avant tout, la solution proposée, elle doit garantir les performances process tout en étant la plus efficiente possible, avec un retour sur investissement atteignable. Le but, c'est pas de faire de l'opportunisme écologique. L'objectif, c'est de proposer quelque chose de réaliste, qui vous apporte quelque chose de concret, c'est-à-dire des performances avec un retour sur investissement atteignable. Mais effectivement, une grande partie des sujets liés à l'efficacité énergétique sont éligibles au C2E. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Il reste à peu près 6 minutes. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain atelier. Alors, nous allons commencer la session de questions. Je vois qu'il y a beaucoup d'animations sur le chat. Chacun va prendre. Première question, comment faites-vous pour abaisser la puissance des moteurs électriques? Alors, pour chaque application, on doit analyser le cycle machine, calculer la puissance moyenne, définir le couple à chaque point de fonctionnement du cycle pompe. Ça, c'est systématiquement qu'on fait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dimensionnement précis du moteur électrique, c'est fondamental, que ce soit pour une solution en vitesse constante ou pour des solutions en vitesse variable. Il y a aussi un double intérêt. Non seulement on consomme moins, mais en fait, le fait d'abaisser la puissance installée du moteur électrique, ça permet de diminuer le coût d'intégration. Je m'explique. Si le moteur est plus petit, la taille des composants seront plus petits. Contacteurs, porte fusibles, thermiques, section de câble, taille du coffret électrique aussi. Donc tout ça, ça contribue à abaisser les coûts d'intégration. Il y a un double intérêt. Alors, une autre question. Quel est le rendement de vos centrales hydrauliques basse consommation? Bon, ça c'est une très bonne question. Donc tout dépend de l'application et de la technologie employée. Voilà. Par exemple, les systèmes type cerveau, avec des temps de cycle très courts qui nécessitent beaucoup de dynamique et de précision, en général, ils seront plus énergivores que des systèmes plus lents et plus progressifs. Donc là, je ne vous donne pas une valeur numérique, c'est sûr. Je ne vais pas m'engager là-dessus, parce que chaque cas est différent. Ça dépend aussi de l'environnement machine, et des possibilités de travailler en séquentiel ou en simultané. Parce que la structure, la conception du système ne sera pas la même. Alors une fois de plus, il faut regarder un ensemble d'aspects lors du choix technologique. Il faut regarder les performances à atteindre, le temps de cycle, précision, répétabilité. Il ne faut pas mettre quelque chose de trop performant. Quand je dis trop performant, c'est par exemple quand on a une exigence en termes de précision, il faut s'y tenir. Il ne faut pas essayer d'être plus performant que nécessaire, parce que là on va surconsommer, on va avoir un coût d'intégration qui sera beaucoup plus élevé. Bien sûr, l'objectif, dans le cadre de l'économie d'énergie, ça va être le rendement global de l'installation.
mais aussi il faudra regarder la facilité d'intégration dans l'environnement machine. Par exemple, si on doit mettre un axe dans un domaine type, on va dire métallurgie, sidérurgie, avec beaucoup de chaleur, des projections de flammes, d'étincelles, quelquefois des jets d'eau pour les systèmes de refroidissement, des vibrations, des chocs, des hautes températures à proximité, il y a des technologies qu'on va éviter. On va éviter de mettre quelque chose de trop sensible. Par exemple, si on veut mettre des cerveaux-vérins, des vérins autonomes, dans un espace, on va dire, aussi agressif, on prend des risques. Donc ça, on va regarder aussi. On va regarder aussi, et je vais dire surtout, le coût total de possession au final. Parce qu'on va déterminer une solution qui devra apporter des résultats significatifs, mais il faut qu'elle soit rentable aussi dans le temps, sur toute la durée de vie de la machine. Il ne faut pas que ça soit un coût de maintenance qui soit... Je veux dire, on peut faire un gain énergétique, mais il faut qu'il permette aussi d'absorber le coût total de possession. Donc c'est en comparant tous ces aspects qu'on peut choisir la meilleure solution. Alors, une autre question, quel est le coût d'un rétrofit comparé à une machine neuve? Alors, chaque cas est particulier, une fois de plus. Tout dépend de l'application et du champ d'action du rétrofit. Si celui-ci intègre la mécanique, la caractérisation, l'automatisme, la sécurisation, le remplacement des câbleries, c'est sûr que là, on va s'approcher du coût d'une machine neuve. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un rétrofit, c'est l'occasion d'apporter une solution sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de l'utilisateur final, contrairement à une machine type catalogue. Ce qu'on fait déjà, on commence par faire une étude, un point zéro, on vient mesurer les performances du système existant dans son environnement avec votre process, donc vitesse, effort, précision, répétabilité, consommation énergétique évidemment. Et à partir de cette étude, on va vous proposer, on va dire, une solution 1 pour 1, c'est-à-dire un rétrofit qui répond déjà à la base aux fonctions et performances d'origine identiques. Et là-dessus, on va ajouter des options qui permettront d'apporter, on va dire, des améliorations sur les performances process, précision, temps de cycle, mais aussi, bien sûr, un abaissement de la consommation énergétique, et puis aussi, et répondre à l'aspect fiabilité et maintenabilité. Ça, c'est très important. Le rétrofit, c'est l'occasion d'observer tous ces points en relation avec votre environnement machine, par rapport à votre process. Voilà, c'est vraiment du custom. Avons-nous d'autres questions? Toutes ces solutions sont-elles éligibles au C2E? Alors, les C2E, c'est un levier. Quand ils sont disponibles, évidemment, on les sollicite. Mais le choix d'une solution technique ne doit pas être motivé exclusivement par des aides. Avant tout, la solution proposée, elle doit garantir les performances process tout en étant la plus efficiente possible, avec un retour sur investissement atteignable. Il faut que ça soit réaliste. On ne va pas proposer quelque chose qui est beau sur le papier, mais qui n'est pas du tout, on va dire, réaliste en adéquation par rapport à la réalité du terrain. On ne va pas faire d'opportunisme écologique. Une fois de plus, ce qu'on va regarder, c'est une solution qui correspond à votre besoin avec un retour sur investissement atteignable. Mais bon, une grande partie des sujets liés à l'efficacité énergétique, évidemment, sont éligibles au C2E. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste à peu près 6 minutes. Très bien, je vous remercie pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.